C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la dernière ligne droite. L'élection présidentielle, on est en plein dedans, cette élection qu'on vous raconte semaine après semaine dans Et maintenant 2022. Soyez les bienvenus. Vous connaissez le principe, hashtag Et maintenant 2022 si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, et comme à chaque fois, des invités très intelligents sont là pour m'accompagner. C'est l'entre-deux tours. Alors, ils ont plein de choses à dire. Je vous les présente. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint au Figaro. Votre dernier livre, Recomposition, c'est aux éditions du Cerf. Julie Graziani, bonjour. Bonjour Steve. Éditorialiste politique, essayiste, je renvoie à votre ouvrage. Tout le monde peut s'en sortir, philosophie du rebond. C'est aux éditions de l'Observatoire. Claude Veil, bonjour. Bonjour. Écrivain et chroniqueur politique, merci d'être là. Et Jean-Luc Manot, conseiller en communication politique. Vous êtes cofondateur du cabinet Only Conseil. Dans cette émission, on parlera chasse, pêche et tradition. Oui, comment appâter les 22% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, la pêche aux voix de gauche est-elle vraiment si capitale pour le second tour? Et au fait, la chasse au ralliement de personnalité, ça sert vraiment à quelque chose? C'est en tout cas une tradition dans l'entre-deux tours, tout comme le débat entre les finalistes, débat qui aura lieu mercredi prochain. On va essayer de se projeter dans ce remake de 2022. D'ailleurs, est-ce vraiment un remake? La séance est ouverte. Je vous le dirai. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, gros plan sur la semaine d'Emmanuel Macron. 27,8%. C'est son score au premier tour, c'est mieux qu'en 2017. Mais les sondages annoncent un second tour très serré. Du coup, Emmanuel Macron mouille la chemise, il descend dans l'arène au contact des Français. Et parfois, ça secoue un peu. C'est la première fois à cause de vous que je vais voter Marine Le Pen. Et pourquoi? Alors, je vais essayer de vous convaincre. Alors, lequel? Dites-moi. Le début de votre mandat, c'est un scandale. Alors, sur Vous quoi? êtes aussi méprisant, aussi arrogant, aussi cynique. Mais regardez, je suis là avec vous. Oui, voilà, le discours unifiant, on connaît. Hein, ça, c'est tout à fait votre genre. moi, c'est pas mon... parce que Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Bon, J'ai pas peur de vous dire la vérité, moi, ce que je pense. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. est-ce que vous Je pouvez vous ai me- donné un est-ce que sursis vous- en 2017. Et est-ce que vous pouvez mais me donner j'en un donne argument? pas un deuxième. Mais donnez-moi. Je vous laisse ce que je dis. mais non, mais il faut des faits pour dire ça. Oui. C'est quoi les faits? Jean-Luc, la tactique Macron pour le second tour, c'est quoi? C'est corriger l'image de distance et d'arrogance. Recoller les morceaux avec certains Français. Oui, qui a été un des éléments les plus contestés en termes de personnalité pendant le mandat, et qui a été aggravé par une campagne de premier tour jouant davantage sur le surplomb présidentiel que sur le combattant dans l'arène. Donc ça lui a été reproché, donc il essaye de corriger ça. Ça a des inconvénients, c'est qu'on est à portée de baffe et qu'il arrive d'en prendre. Il le dit lui-même d'ailleurs, à un moment donné, dans une autre visite, il dit ça m'arrive même arrivé de prendre une baffe. C'est-à-dire qu'il le prend comme un élément qui montre sa proximité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'est pas un peu naïf? Est-ce qu'il n'est pas un peu naïf, Emmanuel Macron, quand il va comme ça dans l'arène? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il espère engranger, Alexandre? Non, moi je crois que pas du tout que c'est de la naïveté. Emmanuel Macron... Il espère convaincre vraiment les Français qui... Emmanuel Macron a Ils compris veulent pas de quelque lui, chose. L'ère des partis et des corps intermédiaires est terminée. Finalement, il applique une stratégie populiste. Macron, avec un logiciel extrêmement élitiste, extrêmement technocratique et gestionnaire, mais dans le style, il est dans le rapport direct aux Français. Il n'aime pas beaucoup les journalistes. Il a zappé pas mal d'émissions d'ailleurs dans cette entre-deux tours. Il n'aime pas les partis, encore une fois, les syndicats. Donc il va au contact direct. Et je pense qu'il a compris l'époque. On a quand même vu un premier tour où les deux grands partis traditionnels ont disparu de l'histoire. Donc on a un second tour finalement entre deux populismes, un populisme proche des classes populaires pour la protection, plutôt eurosceptique, et un populisme européen plutôt élitiste, plutôt technocratique, mais dans le style, oui, on est dans la désintermédiation. Il n'y a plus rien en fait entre le peuple et les dirigeants. C'est une tactique, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est une tactique. Claude, vous êtes d'accord? Il faudra un jour qu'Alexandre Devecchio m'explique ce que c'est qu'un populisme élitiste. Ça me paraît le plus bel oxymore politique qu'on puisse C'est inventer. Alain Minc qui dit ça, c'est la première fois. Mais c'est pas parce que Minc le dit que c'est pas une sottise. C'est rare que je sois d'accord avec Alain Minc, D'accord, mais pour une fois... c'est totalement incompatible. Populisme et élitisme, c'est exactement le contraire. C'est totalement antinomique. En ce qui concerne ces déambulations, je ne sais absolument pas quel est l'effet produit. L'effet recherché, j'ai bien compris, en effet, comme me le disait mon ami, qu'il s'agit de montrer un président en proximité, en empathie, proche des gens, etc. Je vois bien les inconvénients, c'est-à-dire qu'on parle quand même du président de la République et du candidat à la présidence de la République, et les Français aiment bien aussi, contrairement à ce qu'on croit, un petit peu de hauteur et de verticalité. Et
je pense qu'il y a surtout une part de naïveté dans l'effet produit, non pas sur les gens qui sont là, parce que dans ces foules, 95% des gens sont des sympathisants qui sont là pour lui dire bravo, mais d'une petite naïveté dans l'utilisation médiatique qui sera faite de ça. La séquence que vous passez n'est pas du tout représentative de la réalité de ces déambulations. Mais c'est évidemment ça. Mais c'est évidemment ça, parce que c'est la base des trains qui arrivent à l'heure. Ça n'intéresse personne. C'est évidemment ça que tout le système médiatique retient. C'est les 15 secondes où un énergumène comme celui-là à Mulhouse va l'invectiver, et en plus, il a le culot de répondre. C'est-à-dire, non seulement il se fait engueuler, mais en plus, il ose répondre. Mais Claude, en fait, il faut bien qu'il le fasse, parce que c'est précisément la tactique de cette campagne de second tour. Chacun des deux candidats, depuis le début de la semaine, est à front renversé. Marine Le Pen, de son côté, a besoin de se prédictionnaliser, de montrer qu'elle peut aborder des thèmes thématiques, internationaux. Donc, elle va privilégier les conférences de presse avec un succès plus ou moins heureux. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron a besoin, lui, de démontrer qu'il est capable de retourner au contact de la population, de descendre des grandes problématiques internationales. Il y a une logique. Souvenez-vous de la déambulation mémorielle autour de Mais remarquez aussi, Claude, que même s'il s'expose en effet à des incidents de présence qui risquent d'être exploités par ses ennemis, il prend soin aussi toujours de développer un côté techno qui reste. Quand il vient en début de semaine présenter la retraite à 65 ans et expliquer à Bruce Toussaint comment il l'entend, il y a un côté très techno. Parlez d'une interview, là, c'est tout à fait oui, absolument. Il est sur place, il est dans le Nord, donc c'est à la fois une visite de terrain où il est au contact des gens, et il développe quand même pendant une demi-heure des arguments qui sont très technocratiques, qui sont très élitiste si on veut, même s'il le fait avec un maximum de pédagogie. Et puis on a aussi un petite pincée de politique politicienne. Ça, c'est son déplacement au Havre, avec les éoliennes mises à l'honneur pour aller rechercher les petits 4% des écologistes. Mais enfin, ça fait pas de mal, ça permet de consolider. Ce que vous nous dites, c'est que de la com et qu'il est impossible pour Emmanuel Macron d'aller convaincre ces gens qui sont d'avis différents. La communication, c'est un homme politique de la quatrième. C'est faire de la politique, c'est dire des choses à des gens. C'est une campagne électorale, donc parler à des gens, on peut dire que c'est de la com, on peut dire aussi que la com, c'est de la politique. À un moment donné, c'est à peu près la même chose. Vous savez, il a une logique qui est assez simple. C'est avec des civils qu'on fait des militaires. Et c'est donc au deuxième tour, avec des gens qui n'ont pas voté pour vous au premier tour, qu'on se fait une majorité au second. Donc il va les chercher. Et je trouve qu'il a, alors de mon point de vue, plutôt raison en termes de stratégie de communication, de montrer qu'il va les chercher avec les dents, qu'il n'est pas dans... Pourquoi ? Parce que quel est le risque en réalité ? C'est la volonté de Marine Le Pen en termes d'image, c'est de se chiraciser. C'est je tape sur le cul des vaches, je suis bien avec tout le monde, je fais des selfies, je suis la candidate du peuple. Et le danger pour Emmanuel Macron c'eût été de se baladuriser et d'avoir une image donc plus hautaine, plus extérieure, plus loin du peuple. En faisant ça, il corrige au moins ce péril-là. C'est pas sans risque, mais vous savez, il n'y a pas de campagne sans risque. C'est un risque, voilà. Quand lui vient voir des gens qui l'engueulent, c'est un risque. Et quand Marine Le Pen fait de la politique étrangère ou parle de politique étrangère, c'est le risque de l'incompétence. On en parlera sans doute. Non, mais d'autant qu'il a toujours été très à l'aise dans les deux registres et qu'il a su opérer des va-et-vient constants. Rappelez-vous le grand débat après les Gilets jaunes, c'était ça. C'était à l'espace. Il est bon dans cet exercice. Il est certainement bon avec ses dossiers, mais il est bon aussi pour parler, pour convaincre, pour se faire engueuler ou alpaguer. Il sait y répondre. Je veux juste montrer ce sondage. C'est le sondage ELAB d'intention de vote pour le second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron est à 53,5%, Marine Le Pen 46,5%. Allez-y Alexandre. La dynamique, elle est où là en ce moment ? J'ai envie de dire, il n'y en a pas tellement. C'est deux camps figés. Emmanuel Macron a un peu d'avance. Il va la conserver, je pense. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de naïveté quand il va voir les gens. Il sait qu'il va se faire engueuler, mais effectivement, l'effet recherché, c'est de dire, voyez, je suis courageux, je suis dans la mêlée, je ne reste pas enfermé dans mon château. Et quand je disais populiste, je pense que c'est un style où on ne passe pas par les corps intermédiaires. Et d'ailleurs, c'est un peu l'élection présidentielle de ne pas passer par les corps intermédiaires. Non, c'est la philosophie des institutions de la Ve République, oui. C'est vrai, on se l'a, voilà, mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir un logiciel qui est très classique finalement, très technocratique, qui ne rompt pas vraiment avec ce qui a été fait par le passé. Alors la petite musique qu'on entend en arrière-fond dans les rangs de la Macronie en ce moment, c'est celle du Front républicain. Pour Emmanuel Macron comme pour François Mitterrand avant lui, le Rassemblement national, c'est la guerre, écoutez. Entre le projet que je défends et celui
de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste, ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ces mots, parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme, c'est la guerre. Claude, rediaboliser Marine Le Pen, c'est pas un peu, je vais dire, has-been ou old school, mais est-ce que ça peut vraiment fonctionner encore aujourd'hui ? On n'est plus dans la diabolisation. Là, ça rejoint la question que vous posiez précédemment. Est-ce qu'il y a une vague ? Non, il n'y a pas un séisme, mais il y a évidemment un mouvement de l'opinion qu'enregistrent tous les sondages et qui tient à un fait tout simple. C'est que en faveur d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous dites. Bien sûr. En gros, il gagne un demi-point par jour. Mais ça tient à un fait tout simple, c'est que depuis dimanche, il s'est passé une chose inouïe que vous avez observée. C'est qu'on a commencé à regarder le programme de Marine Le Pen. C'est tout simple. Auparavant, elle incarnait une espèce d'opposition rassurante, les chats, etc. Et là, on a regardé son programme. On va arriver sur Marine Le Pen, mais j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur Emmanuel Macron et cette stratégie de rediabolisation, d'une certaine manière, de Marine Le Pen. Non, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Rediaboliser, où il y a... Elle a essayé de se dédiaboliser, et là, voilà, Emmanuel Macron essaye de... il martèle, c'est l'extrême droite, c'est la guerre, c'est le nationalisme. Si je ne suis pas d'accord avec vous, que ce que vous dites est dangereux, je ne vous diabolise pas. Je dis quelque chose de politique parce que j'ai une controverse. Et dire aujourd'hui qu'effectivement, il y a un projet nationaliste du côté de Marine Le Pen, c'est pas la diaboliser. Et on peut même imaginer, peut-être, on y viendra, qu'il y a objectivement, dans le programme de Marine Le Pen, entre guillemets, puisque vous aimez le mot, des éléments diaboliques, ou qui peuvent être jugés diaboliques par une partie de la population en fonction de ses valeurs. Alexandre n'est pas d'accord. Non, mais j'imagine bien. Mais je dis entre guillemets, parce que c'est pas le terme que j'utilise, moi. Mais vous voyez, il n'y a pas, dans l'affrontement politique... On diabolise pas l'adversaire quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on porte le débat là-dessus. Le nationalisme, c'est la guerre. Parce que Marine Le Pen, c'est la guerre. Il n'a pas dit Marine Le Pen, c'est la guerre. Elle est juste l'amie de Vladimir Poutine. C'est pas plus que ça. Marine Le Pen ne va pas faire la guerre, ne va pas rétablir la peine de mort. Le pays ne va pas sortir de la carte de l'Europe si elle est élue présidente. Et c'est intéressant. Vous dites il y a des choses diaboliques dans son programme. Quand on parle du diable, c'est qu'on utilise un vocabulaire religieux quand même. Et je crois que c'est pas le vocabulaire. C'est pas le vocabulaire. Je viens de dire le contraire. Je viens de dire qu'il y a des choses qui peuvent être jugées par un certain nombre de gens. Qui peuvent être jugées diaboliques. Je n'ai pas dit ça. On peut être en désaccord avec des points précis de son programme, mais on voit bien là, effectivement, et ça montre que malgré tout, Emmanuel Macron est en difficulté. Je pense pas du tout qu'il risque de perdre, mais l'idée c'est d'avoir un écart quand même conséquent. On se souvient d'un Emmanuel Macron qui, il y a 5 ans, n'avait pas besoin de tout ça et disait maintenant, c'est plus le clivage droite-gauche, c'est les progressistes contre les conservateurs. Et il ne s'abaissait pas à faire de l'antiracisme old school des années 80. Là, il est revenu à ça. On fait barrage, c'est le diable, elle est fasciste, elle est raciste, elle est pour la peine de mort. La question, c'est est-ce que le front... On est en meeting ou on fait de l'analyse politique? Oui, il n'a pas dit ça à aucun moment. J'entends. La question aujourd'hui, c'est est-ce que le front républicain peut fonctionner. Mais il faut expliquer qui est républicain et qui ne l'est pas. Expliquez-moi en quoi Marine Le Pen n'est pas républicaine aujourd'hui. C'est pour ça qu'en vous entendant, c'est compliqué parce que moi, je ne suis pas du tout un militant comme vous, Alexandre. Donc si on est en meeting, on change de registre. Non, mais si on est en meeting, on change de registre. Je vous propose, on fait comme chez Hamidin, on brandit des oui, des non. Je vous propose de poser les termes du débat. On se calme et on essaie de poser les choses. Non, mais de manière peut-être plus clarifiée, parce que dans l'explication de Claude, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une ambiguïté. Quand on parle de cordon sanitaire ou de front républicain, c'est quand même davantage que de dire ce projet politique ne me convient pas, je le combats au plan du programme et des idées. Et qui parle de Parler de cordon sanitaire et de front républicain. L'expression de front républicain. Claude, quand le PCF, laissez-moi développer, vous allez comprendre. Quand le PCF s'allie à Emmanuel Macron pour faire barrage, c'est des mots qui ont été employés, barrage à l'extrême droite, c'est bien du front républicain parce qu'il n'y a pas d'autre motif pour le PCR de s'allier avec Emmanuel Macron qu'il combat depuis un quinquennat entier que de considérer que la France fait face à un péril mortel au plan des institutions démocratiques qui justifie ce que vous appellerez comme vous voulez, barrage, front républicain, cordon sanitaire, ça veut dire la même chose. Mais là où c'est pas clair, c'est qu'on laisse le Rassemblement national concourir à une élection présidentielle.
On a donc vérifié qu'il correspond à des critères d'éligibilité, de républicanisme et de respect des institutions. Et en cours de route, quand il se rapproche du pouvoir, là, on le retire du champ républicain et on dit « Ah non, messieurs, vous êtes en dehors du champ républicain, on fait un cordon sanitaire ». Autrement dit, il y a un élément qui n'est pas posé dès le début et qu'il serait peut-être plus sain de clarifier ab initio. Bon, personne ne conteste la légitimité de la candidature de Marine Le Pen et le libre choix de ses électeurs. Alors pourquoi faire un cordon sanitaire ? La question est, est-ce que le Front républicain, ça existe encore? C'est ça la question. C'est ça. Je dirais que il existe, mais il est descendu. Le mur, c'est d'une certaine façon affaissé. Et d'ailleurs, vous observerez que déjà en 2017, Emmanuel Macron n'a jamais assumé l'idée de Front républicain. Il n'a jamais appelé au Front républicain. Mais le fait est qu'il existe, je suis d'accord avec vous. Lorsqu'au soir du premier tour, de Poutou à Valérie Pécresse, tous les partis politiques, quelles que soient leurs divergences, disent il faut, sauf les partisans de Marine Le Pen, disent il faut faire barrage. Et évidemment, il y a bien quelque chose là qui ressemble à un front républicain. Ce front républicain, il se fonde sur des arguments de fond. C'est pas simplement parce qu'on l'aime pas. Il se fonde sur des arguments de fond, c'est-à-dire des choses qui sont considérées comme essentielles dans notre pacte républicain, c'est-à-dire l'adhésion à l'Europe, c'est-à-dire notre système d'alliance, c'est-à-dire le bloc constitutionnel. Si dire ce que je pense, moi, que la candidature de Marine Le Pen met en cause 3 piliers essentiels de ce que je considère, moi, comme le pacte républicain, c'est-à-dire notre système d'alliance, c'est-à-dire le bloc constitutionnel défenseur des libertés et l'appartenance européenne, je considère, moi, que ça constitue Jean-Luc et après Alexandre. Jean-Luc d'abord. Une ligne politique, ce n'est pas une ligne Maginot, c'est une ligne politique. L'élection au deuxième tour, elle est, sous la Ve République, une élection qui crée un front de rejet. Quand Mitterrand gagne en 81, il ne gagne pas sur les valeurs du socialisme. Il gagne parce que les gens veulent virer ou trouvent qu'il y a un danger à ce que Giscard demeure. Là, aujourd'hui, ce qui se passera si Macron gagne, c'est qu'il y a des gens qui sont d'accord avec Macron, puis il y a plus de gens encore, sans doute, ou autant, en tout cas, on verra le résultat du second tour, qui pensent que ça représente un danger pour eux, pour le pays, pour l'image qu'ils ont, pour leur valeur de mettre Marine Le Pen. Et dire aujourd'hui qu'il y a, alors c'est un autre débat, mais que Marine Le Pen raciste, je le dis pas. Maintenant, j'ai lu, comme tout le monde, ce que disaient les braves gens réunis à Avignon hier, en tout cas des braves gens, et c'est abject, et que la presse relève que des gens disent des choses abjectes dans ces meetings, qu'on se comporte mal à l'égard des opposants, qu'on les vire de manière physique et violente, ça existe et ça dit un certain nombre de choses. Et on a le droit de le dire, c'est pas un cordon de quelque nature que ce soit, c'est juste une affirmation politique sur le fait qu'effectivement, il y a des progressistes et des conservateurs, il y a effectivement des nationalistes et des gens plus ouverts. Je ne sais pas si cette déclaration est Le vraie. Pen, fini les selfies, c'est notre deuxième thème, avec 23,15% des voix, la candidate du RN est donc au second tour. Et soudain, vous le disiez tout à l'heure, tout semble changer chez les observateurs. On ne s'intéresse plus tellement à la forme. On passe désormais au crible son programme. Certains, on l'a entendu, alerte sur la menace du projet Le Pen pour la France. En réponse, Marine Le Pen, elle, parle d'un danger Macron. Écoutez-la. Le 24 avril, si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage au matraquage fiscal. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus. Alexandre, la tactique Marine Le Pen pour le second tour, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'elle a une tactique qui peut marcher, mais qui est quand même extrêmement compliquée, c'est de transformer ce qui s'annonce comme un référendum anti-Le Pen en référendum anti-Macron. Emmanuel Macron a un bilan. Il y a quand même une part de l'opinion qui n'est pas forcément satisfaite de ce bilan-là. Et si elle arrive à faire de cette élection un pour ou contre Macron, elle peut peut-être y arriver. C'est ce qui explique que finalement, elle ne va pas tellement sur ses propres thèmes. Elle est dans une tactique... On entend peu l'immigration, oui, elle est dans une tactique d'enlever toutes les aspérités en espérant finalement justement qu'il n'y ait pas ce réflexe de vote barrage, que les gens qui ne sont pas satisfaits du vote Macron s'abstiennent
est-ce qu'il lui laisserait peut-être une chance? La tactique du Front républicain qui existe, c'est quand même d'expliquer justement qu'il y a danger. Et donc qui dit danger, dit politique de la peur, et de mobiliser des électeurs qui ne sont pas forcément satisfaits du bilan de Macron, mais quand même mettre une voix pour Macron, parce que sinon, si c'est pas lui, c'est le chaos. C'est ça qu'on nous raconte. Le regard sur elle a quand même, semble-t-il, changé. Est-ce que c'est parce que Éric Zemmour n'est plus là pour faire paratonnerre, ou est-ce qu'il y a une autre raison, Julie? C'est la stratégie de l'ostracisation qui est d'une efficacité redoutable et qui va continuer à marcher, parce que là, on est quasiment sorti du champ politique, on va faire de la sociologie et de la psychologie, mais l'ostracisation, pourquoi ça marche autant? Parce que ça induit un effet de renforcement, de cercle vertueux. D'abord, ça provoque des biais de confirmation. Claude nous en a donné un exemple à l'instant, en disant dans les meetings... pardon, Jean-Luc. Et Claude. Voilà, pardon. En disant, dans les meetings de Marine Le Pen, il y a des gens qui disent des choses épouvantables, c'est donc bien la preuve que tout le parti est épouvantable. Oui, mais là, on regarde quand même les programmes. Là, depuis quelques jours, on s'intéresse vraiment au programme. Je commente ce qui a été dit. Quand les mêmes choses épouvantables vont être dites par un autre parti, on va dire c'est qu'une partie des électeurs, il ne faut surtout pas amalgamer. Il nous a dit aussi, il y a des opposants qui se font sortir violemment de la conférence de presse, référence à la jeune fille écologiste qui a été traînée par terre en début de semaine. Mais quand un opposant qui s'introduit est traîné par terre de la même manière dans un déplacement d'Emmanuel Macron à Strasbourg, là, ça n'est pas interprété comme ça. On dit juste, il a été sorti, il a été exfiltré, voilà. Donc ça, c'est le biais de confirmation qui est typique de l'ostracisation. Ensuite, il y a un effet miroir. Et on y reviendra quand on parlera de la capacité à gouverner de Marine Le Pen. Quand on traite les gens en affreux jojo nuls, ils ont tendance à finir par se comporter comme des affreux jojo complètement nuls. C'est très connu en psychologie. Mais là, vous parlez encore de la forme. Moi, ce que je constate, c'est que depuis quelques jours, on parle vraiment du fond et du programme de Marine Le Pen. Enfin, j'en finis quand même, parce que il faut parvenir... Si je développe ce point, c'est parce qu'il faut réussir à s'extraire de ces biais psychologiques pour parler du programme, justement. Et donc, quand on essaye de tempérer ces biais-là, la mauvaise réputation est contagieuse. Donc, on va soupçonner la personne qui essaye de tempérer d'être un militant. Et on en a eu un exemple aussi tout à l'heure. Quand Alexandre Alexandre essaye d'apporter un tempérament, on lui répond donc vous êtes un militant. Donc ça veut dire comment? Mais si vous défendez quelqu'un qui est considéré comme étant d'extrême droite, alors vous aussi vous allez être considéré comme d'extrême droite. Le sujet, c'est pas Alexandre. L'extrait qu'on a passé est intéressant parce que ce dont elle parlait en réalité, c'est de la retraite, du pouvoir d'achat. Évidemment que ce sont les terrains qui lui sont les plus favorables. L'inflation est repartie. Le pouvoir d'achat. L'inflation est repartie et la retraite à 65 ans, c'est une évidence, n'est pas populaire. Donc, elle essaie, tout son objectif stratégiquement, c'est d'endosser les revendications populaires, la sécurité, le pouvoir d'achat, etc. Ce qui lui a échappé d'une certaine façon, et c'est pour ça que ce second tour pourrait les compliquer, c'est que dès l'instant que vous êtes quasiment à égalité, on va vous juger sur autre chose que les promesses de pouvoir d'achat. On va évidemment voir, est-ce que vous avez la dimension? Est-ce que vous êtes capable d'endosser le costume? Et endosser le costume, ça contient aussi la politique étrangère, les grands enjeux internationaux, etc. C'est pas un hasard si hier soir, Hollande qui est allé sur ce terrain-là. C'est parce que on parle du président de la République française, on ne parle pas du ministre de l'économie ou du ministre du commerce. Et c'est là qu'elle est en difficulté parce que, pardonnez-moi, tous les journalistes qui ont assisté à sa conférence, et je pense qu'Alexandre est d'accord, à sa conférence de presse de politique étrangère, ont vu qu'elle n'était pas au point du tout. Non seulement elle n'est pas au point, mais elle a un logiciel qui s'est fracassé. C'est puisque son logiciel en politique étrangère, c'était le renversement d'alliance. C'est-à-dire, on s'éloigne des États-Unis, on rompt le partenariat privilégié avec l'Allemagne et on négocie un nouveau partenariat avec la Russie. Le problème, c'est que la crise d'Ukraine a littéralement fracassé ce programme et qu'elle n'a pas de plan B. Et donc, elle est dans une grande difficulté sur des sujets qui sont hautement présidentielle. Moi, je suis prête à faire le job. Vous me disiez tout à l'heure, elle est prête. Pour répondre sur l'histoire du biais, qui est une accusation qui n'a pas de sens, en réalité, je parle d'un meeting et de ce qui s'y est passé, en répondant à votre question, qui est une question sur est-ce que l'attitude a changé entre les deux tours de la presse? Je dis oui. Globalement, l'attitude de la presse a changé. Il y a d'ailleurs un formidable papier qui, là, est plus intéressant que l'histoire de biais. C'est le papier de Jean-Daniel Lévy
le patron d'Aris dans la revue parlementaire, qui s'appelle l'apathie à l'endroit du Rassemblement national, du FN puis du Rassemblement national, et qui montre comment les élites, comment la presse et comment les électeurs, pour des raisons multiples, ont évolué dans l'analyse et dans leur capacité de refus, de résistance, appelez ça comme vous voulez, au Front National. Donc il y a un mouvement qui a lieu. Sur la campagne de Marine Le Pen, je persiste à penser qu'elle se trompe. Tactiquement, en tout cas. Je pense qu'elle a tort de ne pas rester sur les thèmes qui pourraient susciter le tout sauf Macron, c'est-à-dire sécurité, immigration et peut-être en partie pouvoir d'achat, et d'aller sur des thèmes où elle est notoirement faible et où elle a à nouveau démontré qu'elle était faible. Donc il y a une erreur tactique là-dessus. Après, pour le reste, bah, écoutez, moi je continue, quand j'entends dans un meeting des militants dire il faut prendre Macron, le tondre et l'égorger, comme ça a été dit à Avignon hier, quand j'entends des gens dire les Arabes, il y en a trop, il faut tous qu'ils se barrent, je continue à en être choqué et ému. Appelez ça un biais si vous voulez. Moi, je suis choqué. Si Emmanuel Macron va au contact, si Emmanuel Macron fait du terrain, comme on dit, Marine Le Pen, et on en parlait, hein, elle a organisé sa semaine autour de plusieurs conférences de presse thématiques mardi. C'était donc sur les institutions qu'elle s'exprimait. On va l'écouter. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop rarement la parole. Désormais, les électeurs disposeront des moyens de faire prévaloir leur volonté sur celle des élus. Rendre leur pays aux Français, c'est aussi leur rendre leur pouvoir d'adopter ou de rejeter les textes votés par leurs représentants. Je compte donc, par une pratique apaisée et renouvelée du référendum, instaurer une nouvelle pratique démocratique qui ne fera pas dépendre de la seule élection présidentielle toutes les décisions pour les années à venir. Voilà, alors on va tenter quelque chose sur ce plateau. On va tenter de réconcilier Alexandre et Jean-Luc. Ils ne sont pas d'accord autour de cette question. Marine Le Pen peut-elle gagner le 24 avril? Ils ne sont pas d'accord. C'est un duel au sommet, c'est un duel de gentilhomme, c'est un duel de gentleman. 45 secondes pour exprimer votre pensée. Alexandre, vous commencez. Non, Marine Le Pen, pour vous, ne peut pas gagner le 24 avril. Pourquoi? J'aurais aimé que ce soit Jean-Luc Manot qui commence, parce que j'aurais dit, il aurait fait l'homme très inquiet, disant que Emmanuel Macron était en danger, mais je crois qu'Emmanuel Macron, quand on triomphe, enfin quand on se bat sans adversité, on risque de triompher sans gloire. Donc il a besoin d'un peu d'adversité dans cette campagne et un peu de suspense. Non, je crois qu'elle peut pas gagner. Elle va progresser. Ça montre un changement de paradigme politique certain. Des élites dirigeantes plutôt au centre depuis 40 ans qui sont quand même en crise. Mais je pense qu'elle peut pas gagner aujourd'hui, notamment parce qu'on l'a vu au premier tour. La politique, c'est de la sociologie, et Emmanuel Macron a gagné notamment grâce au bloc des retraités. On est un pays vieillissant, ils sont aujourd'hui majoritaires et ils sont pour le statu quo. Ils ont plutôt bien vécu, le système leur va et ils ne veulent surtout pas en changer. Et donc là, il a une majorité structurelle, quasiment le président de la République et Marine Le Pen. Je suis désolé, c'est long. Mais Jean-Luc, voilà. 45 secondes. Pourquoi elle peut gagner? C'est un drôle de duel, parce qu'en réalité, nous défendons chacun une position qui nous désole. Non, là, voilà. Pardon. Alors, j'assume qu'il me désole, en tout cas, pour moi. Donc, les militants ne sont pas où on croit. Laissez Jean-Luc si terminer. vous avez évolué, je m'en félicite. Mais, oui, je pense qu'elle peut gagner pour une raison simple, c'est que les éléments dont je dispose sont des éléments d'études d'opinion, de sondage. Quand j'ai un 52-48, 53-47 avec 3,5 points de marge d'erreur, je me dis que c'est possible. Si on me demande est-ce que vous croyez qu'elle va gagner, je n'aurai pas la même réponse. Mais oui, cette réalité existe, cette possibilité existe, et de mon point de vue, ce danger existe. Vous avez parfaitement respecté vos temps. Bravo Jean-Luc. Claude, vous allez nous arbitrer tout ça, si vous le voulez bien. Avec une question peut-être pour synthétiser un peu le débat qu'on a là. Qu'est-ce qui est plus fort aujourd'hui? La colère contre Emmanuel Macron ou la peur que peut inspirer Marine Le Pen, en tout cas la peur de l'inexpérience de Marine Le Pen? Alors là, les sondages répondent. Le rejet de Marine Le Pen est plus fort que le rejet d'Emmanuel Macron. 50 et quelques % ce matin encore me disaient que
la présidence de Marine Le Pen les inquiéterait. Et lorsqu'on parle en termes de rejet personnel, elle est plus rejetée que lui. Même si elle a énormément progressé par rapport à 2017. Elle a évidemment beaucoup désamorcé. Donc on est sur deux fronts anti-Macron, anti-Marine Le Pen. D'un côté, c'est on en a marre d'Emmanuel Macron, et de l'autre, c'est le risque, le danger. Évidemment, les deux existent. Et c'est sur ça que va se jouer le second tour, vous êtes d'accord ? Oui, en fait, ce qui peut tous nous désoler pour le coup, c'est qu'on se retrouve avec des élections où il s'agit de faire barrage, où on ne défend pas son projet. Oui, c'est dommage. On devrait défendre son projet à soi sans critiquer systématiquement celui du concurrent. Et c'est comme ça qu'on gagnerait des votes et qu'on s'imposerait. Un mot pour Jean-Luc, je reviens sur le biais de confirmation, c'est important, mais le biais de confirmation ne consiste pas à être choqué par des propos choquants, bien sûr. Le biais de confirmation consiste à jeter le discrédit sur 1500 personnes parce que 10 ont tenu les 10 propos choquants. C'est ça qui est important et c'est ça qui est à l'œuvre. Plutôt qu'un bloc de... Cette histoire de bloc de rejet me met toujours mal à l'aise parce que, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, on vote toujours en partie contre. Aucun candidat dans un régime démocratique, dans un pays comme la France où le système politique est explosé, on a 12 candidats au premier tour qui représentent 12 sensibilités politiques, personne n'est élu triomphalement porté sur le pavois à 55% au premier tour. Donc forcément un président, président élu ou la présidente sera toujours un président de compromis qui amènera à sa candidature des gens qui a priori l'aimaient pas tellement, mais qui l'aiment plutôt mieux que celui en face. Marine Le Pen peut-elle amener vers elle, parce que sur la crédibilité de Marine Le Pen, c'est actuellement l'une des grandes questions. Avec qui gouvernera Marine Le Pen si elle était élue présidente au soir du 24 avril? La question lui a été posée cette semaine. Écoutez sa réponse. J'ai toutes les équipes qu'il me faut. Je pourrais même en constituer 4 ou 5. Moi, je respecte les institutions. On élit un président de la République. Le président de la République choisit un Premier ministre. C'est le Premier ministre, en réalité, qui organise et qui construit son gouvernement et qui le propose au président de la République. C'est comme ça que ça va. Alors, qui Premier ministre? C'est comme ça. Mais est-ce que vous ne le dirai pas plus. Vous ne le direz pas, mais est-ce que vous savez aujourd'hui qui sera votre Premier ministre? Oui, je le sais, mais je ne vous le dirai pas plus parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. On n'élit pas un ticket. Julie, Marine Le Pen, elle paraît un peu seule. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça joue? Ça compte énormément. Elle a aujourd'hui un vrai déficit de crédibilité dans la manière d'aborder les thèmes. C'était flagrant sur le plan international et dans la solidité et même l'identité de ses équipes. Mais encore une fois, et c'est ce que je déplore, on est dans ce renforcement du biais. Quand on ne laisse pas la possibilité à un parti, parce qu'il est jugé comme trop dangereux, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les partis de gauche, de participer plus régulièrement à la vie démocratique. On le prive en même temps d'occasion de s'améliorer. Le Rassemblement national participe régulièrement à la vie démocratique. Notre système majoritaire, et je reviens sur ce qu'on disait à l'instant, a tendance à jouer des catégories blocs opposés à d'autres blocs. Si on était avec une participation qui soit plus proportionnelle, typiquement législative, on serait bien obligés, les uns et les autres, de se coltiner des réunions de travail régulières avec des opposants de ceux qu'on considérait comme infréquentables. Oui, la proportionnelle, c'est ce que propose d'ailleurs Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et les partis de gauche également qui souffrent aussi de leur point de vue de ça. Mais en fait, quand on n'oblige pas les gens à travailler ensemble, ils restent dans leur silo, et dans leur silo, ils ne s'améliorent pas. Ils restent aussi dans leur position de cancre et on ne leur donne pas la possibilité de progresser. Et c'est vraiment ça le problème de ces élections bloc contre bloc. Et je me demande même au fond si ça ne traduit pas un déficit de confiance dans nos institutions. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que nos institutions démocratiques sont suffisamment solides pour accepter d'être bousculés par des partis qui ont en eux des éléments qui nous inquiètent et que ça va résister quand même et qu'on va réussir à les arrimer malgré tout. Marine Le Pen, en tout cas, on a entendu, elle est seule. Mais moi, j'ai juste une question simple. Si Marine Le Pen gagne le 24 avril, tout le monde va aller, pardonnez-moi l'expression, mais à la soupe, non? Tout le monde va vouloir gouverner avec elle. Ce sera elle qui sera à l'Élysée. Non, mais j'entends ce qui vient d'être dit en disant que l'avenir est sans doute qu'elle fasse, que le Front National, le Rassemblement National, fasse un stage d'insertion. C'est un peu ce que vous dites, quoi. Ouais, dites les pauvres, ils ont pas, bon, voilà. Alors, de mon point de vue, ce serait plutôt des travaux d'intérêt général, parce qu'il y a quand même un peu de délit dans tout ça. Mais bon, on va. Enfin, écoutez, ils sont à l'Assemblée nationale.
de manière d'une représentation inacceptable. Je suis pour la proportionnelle. Mais enfin, l'idée qu'il faudrait les aider parce que c'est des braves gens, mais que voyez-vous, et on leur donne pas assez d'éléments. Bon, écoutez, on est en France, un pays démocratique, c'est en Hongrie ou en Russie qu'on n'a pas les moyens dans la vie démocratique. En 81, Jean-Luc s'en souvient, les socialistes, quand c'était Henri Bauer, étaient des bisus. Oui, absolument. Et un certain nombre reconnaissaient qu'ils n'y connaissaient rien du tout. Même un homme aussi éminent que Jox m'a dit: j'ai découvert effaré que le Tador n'existait pas. Comme beaucoup de militants de gauche, je m'imaginais qu'il y avait quelque part un Tador qu'il allait suffire de piocher dedans pour satisfaire tout le monde et que la pauvreté disparaisse en France. Évidemment que dans l'opposition, on a une vision totalement abstraite du pouvoir et idéalisée. Mais ce qui inquiète là, pour moi, est-ce que Marine Le Pen a les moyens de former un gouvernement? Oui. Est-ce qu'elle a les moyens de former 4 gouvernements? Oui. Où ira ce gouvernement? Jusqu'où il ira géographiquement? Elle lance un appel à tous les patriotes, à tous les nationalistes, patriotes de droite comme de gauche. De droite comme de gauche. Bon, évidemment, les Mélenchoniens n'iront pas. Je ne pense pas que Montebourg ira. Donc, son ouverture à droite, ça va être en gros de Morano au Rassemblement national. C'est un biais aussi, ça d'ailleurs, parce que patriote, on peut imaginer que tout le monde l'est. Oui. Bah oui, sacré biais. On va parler de la gauche justement avec Jean-Luc Donc oui, Mélenchon. elle aura un gouvernement. Oui, elle aurait un gouvernement. Oui, elle aurait un gouvernement qui serait en formation. Mais pourquoi pas? Ce qui m'inquiète, moi, elle a autour d'elle des gens intelligents, des énarques et tout ce que vous voulez. Elle appelle, ça, j'ai aucun souci là-dessus. Ce qui m'inquiète, c'est le fond des choses. Ce qui m'inquiète, c'est le coup de force institutionnel qu'elle annonce. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle veut instaurer un régime plébiscitaire qui est le contraire. On va pas refaire le débat. Non, on va parler de la gauche. Jean-Luc Mélenchon, superstar, il a la France à ses pieds. Il a surtout, Julie, il a bien sûr, par exemple, les deux finalistes dans sa main. Que vont faire au deuxième tour les 22% d'électeurs qui ont glissé un bulletin Mélenchon dans l'urne? C'est l'un des gros enjeux du deuxième tour. Dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon a été plutôt clair. Écoutez-le. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Et pourtant, Alexandre, le 24 avril, certains électeurs de Mélenchon ne voteront pas pour Emmanuel Macron. Ça vous étonne ? Je pense que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est très composite. Il y a une partie de classes populaires énervées qui sont assez proches de l'électorat de Marine Le Pen. Peut-être que eux ne se déplaceront pas. Peut-être même qu'ils voteront pour Marine Le Pen. Mais après, ce qu'on a vu, c'est l'électorat à mon avis, s'il a fait un tel score, c'est aussi qu'il y a eu un réflexe de vote utile à gauche, de gens qui ne partageaient pas forcément sa vision radicale et qui ont voté pour lui parce qu'ils voulaient qu'il y ait un candidat de gauche très haut. Ceux-là voteront Emmanuel Macron sans problème. On a vu aussi, dans ce premier tour, se constituer un vote communautariste musulman. Il faut voir les scores que Jean-Luc Mélenchon a fait en Seine-Saint-Denis. 70% des musulmans sur toute la France. Après avoir fait 5 ans, justement, de flirter avec une idéologie qui est, pour le coup, pas du tout républicaine et communautariste. Ceux-là, a priori, ne voteront pas pour Marine Le Pen non plus et pourront voter pour Emmanuel Macron. On a vu d'ailleurs que dans ses tribulations, il leur faisait des clins d'œil puisqu'il expliquait qu'on pouvait être voilé et féministe. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est une nouveauté je parle à la vieille garde, en quelque sorte. Mais c'est très des gens de gauche disent finalement, quand il y a le choix entre l'extrême droite ou la droite nationaliste et un candidat central, disent je ne voterai pas. Il suffit de se reporter. C'est inédit. Il suffit de se reporter à 2002, 82% pour Chirac, 18% pour Jean-Marie Le Pen. Donc on voit bien que les choses ont changé et qu'on n'est plus du tout dans le même climat. Maintenant, est-ce que la parole de Jean-Luc Mélenchon fait l'élection? Est-ce qu'il est le faiseur de roi? Pas du tout.
Parce qu'en réalité, regardez les sondages avant et après, sa prise de position, en effet, était infiniment plus nette qu'en 2017. Ça a très très peu bougé les lignes. On voit très bien qu'il y a une partie de d'abord, la moitié de son électorat, comme vous le savez, était un électorat de vote utile. J'en connais plein autour de moi, des jeunes notamment, qui se sont dit, bon, Jadot, de toute façon, n'arrivera pas au second tour, Hidalgo, elle est morte, donc on va voter pour lui, parce qu'on voudrait que la gauche soit au second tour. On n'aime pas Mélenchon, on n'est pas forcément mélenchoniste, mais on voudrait que la gauche soit au second tour. Parmi ces gens-là, il y en a pas mal qui voteront évidemment pour Emmanuel Macron ou contre Marine Le Pen, ce qui revient à peu près au même. Après, il reste un noyau dur d'antimacronisme absolu, de tendance plutôt gilet jaune. Ceux-là voteront plutôt pour Marine Le Pen. Et puis, il y a le front de gauche, très, très, très mélenchonien, qui, pour une grande partie, s'abstiendra. Donc, en réalité, ça ne fera pas l'élection, parce que vous pouvez prendre l'affaire dans tous les sens. De tous les sondages avant et après l'élection sont relativement stables. C'est en gros 30 à 40% qui voteraient pour Macron. C'est en gros 20 à 30%. C'est ça, il y a un sondage. Ouais, je vais vous montrer le sondage entre IFOP. 20 et 30 sur les sondages qui voteraient pour Le Pen et entre 20 ou 30 sur les sondages qui s'abstiendraient. Sondage IFOP pour Paris Match, 39% pour Emmanuel Macron, 20% pour Marine Le Pen, 41%, voilà. 41% de vote blanc ou d'abstention. Ce qui me paraît essentiel de dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation morale de voter Macron. Si les gens veulent voter Le Pen ou s'abstenir, c'est parfaitement leur droit. Je trouve que la stigmatisation des électeurs de Mélenchon qui voteraient mal en ne votant pas Macron est folle. On est dans une démocratie. Si ces gens ont envie d'aller à la pêche, ils vont à la pêche et ils ne sont pas des criminels pour autant. Jean-Luc, sur la pêche. D'abord, il y a une révélation qui va marquer la politique française et le prochain mandat, c'est que la gauche existe. On était jusqu'à maintenant dans un débat, existe toujours, oui. On était dans le débat qu'elle n'existait plus. Elle ne s'exprime pas de la même façon et donc de façon forcément complexe, puisqu'en réalité, c'est ce qui vient d'être dit, le vote utile, etc. Mais quand on disait ici, il y a quelques semaines, que les partis mouraient, mais que les courants de pensée avaient une durée de vie plus longue que les structures politiques, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Premier élément. Et donc, ça impacte la campagne, tactiquement, de Macron et de Le Pen, dans une certaine mesure. Mais ça impactera demain le mode de gouvernement et les orientations politiques qui seront prises dans le quinquennat. Parce qu'il faudra tenir compte de ça. Deuxième chose que je veux dire, c'est que l'électorat de Mélenchon, c'est un électorat, ça vient d'être dit, composite. C'est pas le même. Et donc, c'est pas le même dans les Hauts-de-France, avec les mêmes revendications qu'en Île-de-France, dans les milieux urbains. Je veux juste terminer sur une phrase. C'est que ceux qui sont allés voter Mélenchon, pas par forcément conviction, mais qui ont été sensibles à son argument, voter Mélenchon pour battre l'extrême droite dès le premier tour. Il y a une certaine inconséquence à vouloir la battre au premier tour et à ne pas l'éliminer au second. Alors c'est peut-être pas les mêmes. Non, juste pour... je voulais poser cette question à Julie. Et après, je vous donne la parole, Alexandre. Est-ce que celui qui gagnera le 24 avril sera celui qui sera parvenu à convaincre cet électorat Mélenchon ? Oui et non. Question piège. Non, mais parce qu'en fait, je voudrais m'intéresser aux raisons pour lesquelles les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont faire de l'abstention ou du report de voix éventuellement sur Marine Le Pen, et ça donnera du coup la réponse à votre question. On a coutume de dire c'est en raison du caractère social. C'est pour des considérations sociales gauchisantes, puisque le programme de Marine Le Pen est considéré comme plus social. Moi, je pense qu'il y a un autre élément. Je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils ont flairé le danger d'un léviathan politique encore plus angoissant que celui qu'on leur présente avec le risque d'élection de Marine Le Pen. Ils ont compris qu'avant, la vie politique était organisée avec une alternance entre deux partis, de gauche, de droite, également légitimes, et qui pouvaient à tour de rôle exercer le pouvoir. Et là, ils se disent peut-être, attention, avec maintenant le parti de la raison au centre d'Emmanuel Macron, que tous se rejoignent de la gauche républicaine à la droite républicaine. Il nous reste, nous, il nous reste Marine Le Pen, il y a deux forces d'opposition, et ces deux forces d'opposition, c'est les fameux deux bouts de l'omelette, elles sont rejetées quasiment en dehors du champ républicain. Et ce qui arrive à Marine Le Pen aujourd'hui, peut-être bien que ça aurait pu nous arriver si nous avions été au second tour avec Jean-Luc Mélenchon. Et c'est sans doute ça qu'ils veulent éviter, de faire le jeu de ce parti de la raison,
centriste autoritaire, tiens, ça nous fait encore un oxymore, en considérant qu'on risque d'aboutir... C'est un vote de colère, quoi. Ce sera un vote de colère. C'est plus qu'un vote de colère. C'est un vote qui est profondément politique et institutionnel pour ne pas se retrouver en France avec un parti unique, un parti de la raison, et des forces d'opposition qui soient systématiquement extrémisées, que ce soit à droite ou à gauche. Ça, c'est un point de vue tactique, si je peux me permettre. Mais non, c'est profondément politique, Claude. C'est qu'on ne veut pas de parti unique, en fait. Il y a aussi un fondement très idéologique qui est le rejet absolu du libéralisme. Pour cette fraction-là qui s'apprête à voter Mélenchon. De Mélenchon qui s'apprête à voter Marine Le Pen, la détestation du libéralisme est prioritaire. Elle passe même avant toute autre considération. Macron, c'est le banquier, c'est la plutocratie, c'est la finance internationale. Pour eux, c'est l'abomination de la désolation. Or, et on voit bien avec les jeunes actuellement qui occupent la Sorbonne, Sciences Po, etc., la détestation du libéralisme, c'est une chose que je connais depuis 50 ans. En 68, ça existait déjà, mais ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, et qui me paraît... Oui, qui n'est pas du tout de l'ultralibéralisme. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les pays d'Europe, Macron est considéré pratiquement comme un président socialiste. Mais en France, beaucoup de gens pensent qu'ils vivent dans une dictature ultralibérale. Et cet ultralibéralisme, c'est ça qu'ils veulent sanctionner à travers la personne de Macron. À quoi servent les soutiens et les ralliements aux candidats? Si je vous pose la question, c'est parce que la semaine a été marquée par une flopée de tribunes et de prises de parole. Il y a eu les sportifs qui ont appelé à voter Macron, il y a eu la CFDT, le MEDEF, mais aussi un certain Nicolas Sarkozy, tous pour Emmanuel Macron. Le soutien de l'ancien président a fait réagir le principal intéressé et son adversaire du second tour. Ah oui, j'étais étonné qu'il le fasse qu'au second tour. Je croyais qu'il le ferait dès le premier. Vous voyez, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse en n'annonçant pas ce soutien dès le premier tour. Je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches. Parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy, qui a été très clair et qui a marqué un soutien d'adhésion en se reconnaissant dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail. Je m'en félicite. Le même jour, Lionel Jospin, Bertrand Delanoë, Bernard Cazeneuve l'ont aussi fait. Et je m'en félicite aussi. Alexandre, le soutien de Nicolas Sarkozy pour Emmanuel Macron, c'est vraiment une bonne affaire pour le président candidat ? Certains vous diront que c'en est une bonne, d'autres une mauvaise, parce que ça découragera l'électorat de gauche de venir voter. Mais moi, ce n'est pas forcément la question qui m'intéresse. Moi, je crois qu'on est dans une recomposition politique profonde et que le choix de Nicolas Sarkozy est logique politiquement et idéologiquement. En réalité, la fracture qu'on a là, c'est pas une fracture fasciste, antifasciste, elle remonte même à Maastricht ou au référendum de 2005, où Nicolas Sarkozy s'était prononcé pour la France du oui. Ce sont des gens qui sont plutôt européistes, alors qu'ils sont qualifiés de libéraux. À mon avis, c'est plutôt des gestionnaires, des technocrates, pas forcément des libéraux, parce qu'il y a un mélange d'étatisme et de libéralisme. C'est pas tactique, c'est idéologique. Mais il y a cette vision-là, plutôt pour l'ouverture, c'est idéologique. Et en face, il y a un bloc qui, pour l'instant, n'arrive pas à être majoritaire et qui est plutôt incarné par Marine Le Pen, qui est plus populaire, moins libéral, moins européen. Et c'est là le débat. Et je pense que Nicolas Sarkozy a tout à fait sa place avec Emmanuel Macron, de même que Valérie Pécresse, en réalité, avait tout à fait sa place avec Emmanuel Macron. Et finalement, les électeurs l'ont bien compris dès le premier tour, où ils ont éliminé les doublons, d'une certaine manière. Valérie Pécresse était un peu le doublon d'Emmanuel Macron, et Éric Zemmour était un peu le doublon de Marine Le Pen, et sans la dimension sociale, parce que je crois que la dimension sociale de protection est aussi très importante. Mais sur les ralliements, et on a eu ce clivage. Donc là, on a finalement des ralliements qui sont logiques. On dit que c'est de l'opportunisme de Nicolas Sarkozy, mais c'est enfin une clarification idéologique qui est saine pour la démocratie. La référence, je vous réponds par ce biais, la référence au référendum est très très juste, au référendum sur l'Europe, parce qu'en réalité, quand vous regardez quelle est la topographie des soutiens à Emmanuel Macron, Lionel Jospin, Rebsamen, Elisabeth Guigou, François Hollande, jusqu'à Raffarin et maintenant Sarkozy, etc. En réalité, c'est la France du oui. Et on voit bien que c'est le même affrontement qui se joue, même si le système est devenu tripolaire en apparence. En réalité, il y a une bipolarisation sous-jacente qui est une espèce de conflit entre le peuple et les élites. Et c'est peut-être là le danger pour Emmanuel Macron, c'est que le second tour ne soit pas un référendum anti-Macron, mais un référendum anti-gens d'en haut.
anti-système, si vous voulez, mais c'est un mot que j'utilise peu, anti-France d'en haut. Et c'est ça, puis ça nous ramène d'ailleurs au début, que peut-être Macron essaie de casser en ayant déambulé parmi ces... Donc ces ralliements servent à quelque chose et peuvent desservir Emmanuel Macron, Jean-Luc? Comme toujours, quand vous avez un vieil oncle qui vient, il y en a qui disent c'est bien pour la famille, puis il y en a d'autres qui disent il va nous emmerder et faire que le repas sera pourri. Donc non, mais si vous voulez, c'est toujours le problème des... L'image est intéressante. C'est toujours le problème des ralliements. Moi, je trouve que je n'ai aucune affection pour le bilan de François Hollande et beaucoup de distance avec celui de Nicolas Sarkozy, mais je pense que quand c'est des présidents de la République, ça a un statut un peu différent et qui ne sont pas seulement... c'est pas des soutiens qui entraînent de l'orientation politique, il y a aussi l'expérience de gens qui ont traversé des crises, des moments difficiles et qui peuvent peut-être dire, surtout qu'on est dans une période, d'ailleurs les deux ont cet argument mis en avant, on est dans une période assez anxiogène quand même, parce que on regarde comment ça va se dérouler, regardez s'il va y avoir en France, ce serait terrible, un parti unique, je ne pense pas que ce soit demain la veille, mais parce qu'il y a 3/3, donc a priori c'est peu probable, mais en revanche, on a une guerre, ça c'est inédit, on a ces moments extrêmement compliqués, donc forcément le fait que des gens d'expérience apportent, c'est plutôt bien. Je ne pense pas que ce soit décisif. Je ne pense pas que ce soit décisif. Je pense en effet que plus que le soutien, ce qui est important, ce sont les arguments qui le justifient. Ouais. Et en effet, là, les arguments, en gros, qui ramènent à dire Marine Le Pen, dans les circonstances présentes, non, c'est pas sérieux. Voilà, c'est ça que la musique qui est... Mais ça sert à quoi? Je veux bien, moi, les arguments, etc. Ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a des électeurs qui vont se dire François Hollande appelle à voter Emmanuel Macron, je vais voter pour Emmanuel Macron? Des électeurs vont considérer que ces ralliements sont un élément de clarification idéologique et ça peut leur rendre en effet le choix ou le rejet plus facile, c'est ce qu'expliquait Alexandre tout à l'heure. Et d'autres électeurs, et là il peut y avoir un effet boomerang, vont considérer que ces ralliements procèdent de l'argument d'autorité, que si on a la même semaine Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'un et l'autre bord de l'échiquier politique qui reviennent au centre de l'échiquier pour apporter leur soutien à Emmanuel Macron, c'est qui renforce la théorie de ce que le seul parti raisonnable aujourd'hui, c'est La République En Marche. Donc je ne voterai pas pour ça. Oui, voilà. Vous avez le précédent. Et encore une fois, ils auraient pu faire le même coup à Jean-Luc Mélenchon en cas d'accès de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le précédent Trump-Clinton. Toutes les élites washingtoniennes soutenaient Clinton. Toutes. Et c'est Trump qui a gagné. Ça n'a pas suffi, mais moi je trouve qu'il y a un côté, pardonnez-moi, un peu ancien régime en fait. Les gens qui sont dans le camp du oui ont gouverné depuis une quarantaine d'années, et là on voit que cette élite... sans être anti-élitiste, mais cette élite-là qui a gouverné est de plus en plus contestée, a de plus en plus de mal à garder le pouvoir, et en fait elle se rassemble autour d'Emmanuel Macron, qui s'était présenté la première fois comme un candidat de rupture, mais qui est en réalité le sauveur du régime. Le nouveau monde n'existe pas, c'est la préservation de l'ancien monde, mais c'est aussi parce que les adversaires ne sont pas très bons, et que Marine Le Pen n'apparaît pas comme quelqu'un capable de renouveler les élites en France. Alexandre, c'est officiel, le grand débat de l'entre-deux tours aura lieu mercredi prochain, 4 jours avant le deuxième tour. Est-ce que ce débat peut faire pencher la balance? Vous allez nous le dire dans un instant, mais avant ça, petit flashback, c'était justement dans l'ancien monde, c'était en 2017. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour M. Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçon de morale, mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez dans ma ville, disiez, dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Jean-Luc, l'objectif pour Marine Le Pen, c'est quoi? C'est de laver l'affront de 2017? Non, c'est d'essayer de gagner des voix. Oui, mais convaincre. Comment s'y prendre pour le prochain débat de mercredi? Moi, je trouve qu'elle est psychologiquement favorite dans ce débat. Parce que quand on arrive dans un débat où on sait qu'on peut en aucune manière être pire que ce qu'on a été, non, mais il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis. Vous voulez dire qu'elle risque pas de se faire mal en tombant de l'échelle? Absolument. C'est-à-dire qu'elle est déjà sur la Thibaude en termes de réputation sur le débat. Donc, de toute façon, elle peut faire que beaucoup mieux, franchement mieux, un peu mieux. Donc, elle est assez décontractée. Elle n'a rien à perdre. Et en plus, elle n'est pas favorite.
Donc c'est quand même des arguments qui font que psychologiquement, dans l'analyse qui sera faite, il y a ça et on va la regarder avec ce prisme, ce biais, pour vous faire plaisir, ce biais-là. Donc ça c'est le premier point. Donc voilà, maintenant, pour le reste, c'est un débat qui... Enfin, c'est la grandeur de notre démocratie aussi d'avoir ce moment de cristallisation d'un affrontement. Et moi, je suis assez convaincu, je l'ai souvent dit, qu'il y a, oui, un affrontement en France entre, d'un côté, des progressistes européens et des nationaux populistes. Je crois que c'est un débat qui mérite, parce qu'en réalité, il est dans la vraie fracture du pays. C'est-à-dire que le résultat du premier tour... Il dit la vraie fracture du pays, il dit le vrai affrontement, il est les vraies différences, et il joue son vrai destin. Alors le débat télévisé du second tour peut-il ou non faire pencher la balance? Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, vous allez voir, ils ne sont vraiment pas d'accord du tout. C'est un duel inédit, c'est un duel qui peut faire basculer peut-être cette émission. D'un côté Claude, de l'autre Julie. Claude, expliquez-nous pourquoi, selon vous, ce débat... il sert un peu à rien pour ce second tour. Non, le débat, il est important parce qu'il va permettre aux gens qui n'ont pas encore fait leur choix de se déterminer. Et cet électorat-là, il est relativement peu politisé et il n'est pas très engagé dans la campagne. Et en réalité, ce qu'ils vont regarder, c'est qui a le niveau. Marine Le Pen, dans un débat de ce type, elle a évidemment une marge de progression considérable, ça a été évoqué. Et le danger pour Emmanuel Macron, c'est d'arriver gagnant. Quand vous avez battu quelqu'un en tennis 6-0, 6-0, 6-0, vous avez tendance à jouer sur une jambe le match d'après et vous risquez de le perdre. Donc, d'une façon, c'est lui qui a gagné et elle a perdu. Mais ce débat, d'une manière générale, pour ce que j'en ai observé depuis 30 ans, ont un effet premièrement de cristallisation et de renforcement. Je n'ai jamais vu, surtout lorsque l'écart est relativement important, comme c'est le cas dans les sondages, je n'ai jamais vu pour le moment... Tout peut arriver, que ça puisse faire basculer dans... Vous n'avez pas le monopole du cœur. Julie, oui, ça peut faire basculer ce second tour, ce débat télé. Vous avez 45 secondes. Ça peut faire basculer, pas au sens où Marine Le Pen réussirait à franchir la barre des 50%. L'analyse de Claude est parfaite dans l'ancien monde, de la gauche et de la droite également légitime à la table du débat, qui essaye de faire pencher la balance pour franchir les 50%. Là, l'enjeu pour Marine Le Pen, c'est d'arriver à réduire au maximum l'écart de voix entre 45 et les 53 qu'on promet à Emmanuel Macron. Pour ça, elle doit consolider ses électeurs, éviter la saignée de la dernière fois, consolider sa crédibilité sur la forme et sur le fond pour apparaître enfin comme un parti raisonnable. Donc l'enjeu est là pour elle et c'est pour ça que ce débat a plus d'enjeux qu'un débat traditionnel d'entre-deux tours. C'est votre dernier mot ? Ouais, mais j'ai même fini avant. Oui, bravo. On va faire arbitrer tout ça par Alexandre. Alexandre, à quoi ça sert un débat du second tour ? Ça sert, si le débat est dans les règles, à avoir deux visions qui s'opposent et sur le fond des programmes. Moi, j'espère que justement, on sortira d'une espèce de rhétorique où on a toujours l'impression qu'il y a un candidat qui est plus légitime que l'autre. Non, en démocratie, tous les candidats sont légitimes et qu'on aura, que les deux seront à la hauteur et pourront dérouler une vision du monde différente, un programme. Après, je ne crois pas que ça fera basculer. Je crois pas que ça fera basculer l'élection. Je suis d'accord avec ce qui était dit. Elle peut pas perdre plus que la dernière fois. Elle est l'outsider, ce qui est plutôt pas mal, mais vu l'écart, ça changera pas grand-chose. Alors juste en 15 secondes, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on apprend des candidats dans un débat de second tour? Est-ce qu'on apprend quelque chose qu'on ne savait pas avant? Oui, on apprend d'abord leur réactivité, leur capacité à la répartie dans la phase qui est la phase improvisation. En gros, quand on est spécialiste politique, on sait à peu près 90%, 95% de ce qui va se raconter. Et puis on a toujours un moment, dans 5%, où on s'étonne, parce qu'il va y avoir de la répartie, oui, le moment de vérité, le mot bien placé. Et puis, effectivement, un moment de vérité. On voit surtout, à un moment donné, ceux qui se trompent. C'est-à-dire la fausse déclaration, le truc qui n'est pas vrai et qui transpire trop de préparation et donc qui pas de sincérité. C'est un moment de sincérité, de vérité, le débat quand même. Ce sera la séance est suspendue. Merci Président Larcher. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, amis téléspectateurs derrière votre écran. On me signale dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à réagir, à réécouter même cette émission en replay et en podcast. Alors merci à vous. Continuez à nous suivre. Restez sur Public
Public Sénat. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bon week-end à tous. Bye bye.